Hello à tous, aujourd'hui petite vidéo un petit peu briefing sur Cannes. Un peu comme SN, j'avais un peu double casquette cette fois encore. J'étais à la fois un peu en tant que Meeple on Fire, journaliste on va dire, sur les premiers jours. Et en fait le samedi et dimanche, j'organisais la Coupe de France d'Arc Nova. Je sais pas si vous le savez, mais il y a eu 16 étapes en France qui ont déjà eu lieu et qui ont qualifié pour le tournoi d'Arc Nova, pour la Coupe de France officielle d'Arc Nova, qui est en partenariat avec Super Meeple. Et du coup, il y avait 28 personnes le samedi et 8 qualifiés le dimanche qui faisaient les phases finales. Voilà, jeudi, moi j'étais un peu avec la team Super Meeple pendant l'Asdor. J'étais tout devant avec la team Super Meeple. Euh, et voilà, il y avait le patron de Furland aussi, donc ça c'était vraiment très cool. Et évidemment, Arc Nova a gagné l'Asdor, hein, je crois qu'il n'y a pas grande surprise, c'était un peu compliqué que ça se passe autrement. Euh, on a la petite photo là d'ailleurs avec le gros prix. On va passer assez rapidement dessus parce que il n'y a pas vraiment de grande surprise. Moi, sur les trucs qui m'ont un peu marqué à Cannes, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai eu une discussion avec Damien, le créateur d'Ibris. Et en fait, je mets cette page en fait parce que c'est sa boîte parce qu'il fait du jeu vidéo à côté aussi. Et en fait, on a longuement parlé et je pense que j'aimerais bien faire une interview avec lui plus tard là-dessus. Parce que Ibris c'est clairement un modèle totalement atypique dans le monde du jeu de plateau, dans le sens où à la base c'est une boîte de jeux vidéo, donc un studio de jeux vidéo, avec plusieurs employés. Et lui, il a passé des années payé à développer Ibris, via différents montages financiers qui sont quand même aidés par le fait qu'il ait une boîte de jeux vidéo à la base et tout. Mais voilà, il a pu vraiment consacrer beaucoup de temps là-dessus, payé en tout cas par sa boîte, et puis surtout avec d'autres employés qui sont payés, qui ont pu bosser sur les illustrations et tout. Et donc ça crée quand même, on va pas se le cacher, une plus-value énorme au jeu. Ça explique aussi pourquoi, quoi qu'on pense du jeu, la boîte de base est absolument colossale en termes de contenu. J'en parlerai sûrement plus tard du jeu, pour l'instant j'ai pas assez joué, mais en tout cas clairement le premier truc qui saute aux yeux c'est le contenu invraisemblable qu'il y a dedans. Euh, il y a les questions d'équilibrage qui se posent. Moi je trouve, enfin c'est pas des questions qui m'inquiètent plus que ça parce que je sais qu'il a passé énormément de temps là-dessus. Moi c'est plus des questions de game design à l'intérieur, mais ça on y reviendra plus tard quand j'aurai plus joué au jeu parce que là pour l'instant c'est vraiment pas le cas. Mais en tout cas voilà. Ce qui saute aux yeux, c'est la quantité de travail qu'il y a dessus, à quel point le contenu déjà de la boîte de base est colossal en termes de mécanique et de modules. Et en plus de ça, il a sorti 3 ou 4 extensions en même temps, donc c'est c'est totalement délirant. Ouais, c'est un peu la concordance d'à la fois, j'ai l'impression quand même une machine de travail pour sortir autant de contenu. Après, c'est un jeu qui est en réflexion depuis un moment, qui devait être un jeu vidéo à la base, et qui finalement est sorti en jeu de plateau. En plus, il y a un numéro 2, un numéro 3 qui va sortir, donc il m'a parlé un peu, enfin il a parlé à pas mal de gens d'ailleurs du numéro 2, des nouvelles mécaniques. Donc on se retrouve avec trois factions. En fait, ce que je trouve intéressant, et là où il y a une démarche assez américaine qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait il a créé une IP, il est vraiment dans ce truc de on crée une IP et on développe autour, tout en développant un lore et un scénario autour. Et ça, je trouve ça hyper intéressant dans le jeu de plateau, surtout expert, parce que tu passes déjà tellement de temps à développer un univers que autant l'exploiter en fait et avoir des idées pour développer l'univers, aller plus loin. Et donc là, le 2 va être la continuité narrative de celui-là, avec des systèmes de jeu totalement différents. Il va y avoir trois factions qui vont jouer différemment en fait. Et avec des mécaniques de combat, et chaque faction va un peu avoir ses objectifs, un petit peu à la route, hein, en plus complexe quand même, en plus développé on va dire, même si route est déjà complexe, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas ça va beaucoup plus loin dans ce que ça veut proposer. Et bref, pour en revenir sur le premier, je pense que petite interview va s'imposer avec lui pour parler de modèle économique, de développement et tout, et parce que je trouve ça super intéressant. Et encore une fois, ouais, c'est clair que il y a une marge de manœuvre qu'il a eue via la manière dont il a monté financièrement le projet,
qui permet vraiment en fait d'avoir consacré du temps de sa vie de développement dessus et qui se voit clairement dans le projet. Et je pense que le public, de manière plus ou moins consciente, le voit. J'ai l'impression qu'il marche beaucoup, qu'il se vend beaucoup déjà. Et en fait, parce que on n'a pas l'habitude de voir ce genre de jeu avec une identité narrative et graphique aussi forte et avec même une identité de contenu aussi forte en fait tout simplement et aussi travaillée. Donc voilà, moi on a eu quand même une grosse discussion d'une heure hein, sur le sujet, donc je dirais que c'est un peu le truc qui m'a le plus marqué. Et je trouve que ça ouvre des perspectives très intéressantes. Et je pense que voilà, via le fait que le jeu vidéo est quand même hyper professionnalisant dans la démarche, et qu'on va pas se le cacher, même Damien le constate, que le milieu du jeu de société a beaucoup à apprendre des autres milieux sur ces choses-là, et sur la reconnaissance du travail et autres. Je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire, et je trouve ça vraiment pertinent. Bah, notamment par rapport, c'est un peu dans la continuité de toutes les discussions sur la chaîne et même l'interview avec Charlotte qu'il y a eu de Funforge récemment. Il y a des pistes à développer et Damien pour moi est une personne très intéressante sur le développement de ces pistes en fait. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire une interview rapidement avec lui. Le truc c'est qu'il habite pas à Paris, mais voilà. Si tu m'écoutes, Damien, voilà, il faut qu'on en parle par MP, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire autour des modèles économiques de ça. Et en tout cas, voilà, ce qui est très cool avec Ibris, c'est que là, la première boîte, on va dire le premier jeu, c'est assez étonnant de dire ça pour un jeu de plateau, c'est que le début. Et le troisième, a priori, serait un roguelite narratif. Enfin, je sais pas comment il va faire, hein, mais voilà. Voilà, cette personne a totalement attisé mon intérêt, ma curiosité, et maintenant, un peu, quel que soit ce qu'il va faire, ça va m'intéresser. Qu'après, même le jeu, ça soit plus ou moins ma came, en fait, je trouve que la démarche est trop intéressante derrière, et il y a trop de travail et de passion, et vraiment une envie de vraiment vouloir bien faire les choses, qui fait que bah, c'est hyper rafraîchissant, en fait, et ça donne beaucoup d'idées, d'inspiration, et j'espère qu'une personne comme ça va réussir vraiment à lancer des nouvelles manières de fonctionner, et voilà quoi. Et le fait que le jeu vidéo, un petit peu, les méthodes du jeu vidéo viennent un peu s'insérer dans celles du jeu de plateau, je pense que c'est une bonne chose. Euh, donc voilà, très moment très marquant pour moi, et je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire autour de ça. Ensuite, un petit peu les jeux, donc là je vais faire assez rapide parce qu'il y en a un dont je veux parler bien plus longuement plus tard. Mais mon jeu du salon, je pense que personne n'en a parlé en plus, parce que c'est une licence et je pense que les gens sont un peu méfiants vis-à-vis de ça. C'est Star Wars The Deck Building Game. Et oui, qu'est-ce qui m'arrive? Bah en fait déjà premièrement le designer c'est le designer de Marvel Champions, c'est Seigneur des Anneaux, SDA, LCG. Donc autant dire que c'est quelqu'un qui sait faire. Et en fait pour m'être renseigné déjà en amont sur le projet, puisque tout ce que fait un peu Caleb, donc son nom c'est Caleb Grace, tout ce qu'il fait ça m'intéresse grandement. Et en fait je me suis renseigné et en fait c'est un design de jeu qu'il avait déjà depuis un moment. Et FFG avait un besoin évidemment d'exploiter la licence Star Wars et du coup les deux se sont bien alliés. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas juste un pur produit licence et ça se voit. Moi, les deck building, les jeux de deck building, je trouve que c'est un genre qui a un peu mal vieilli en fait. C'est-à-dire que depuis Dominion, mine de rien, et Star Realms, on a du mal à faire évoluer ce genre. Et moi, j'ai un peu toujours l'impression de jouer au même jeu thématisé différemment. Et là, en fait, il y a les bonnes idées qui font que le jeu arrive à amener quelque chose de vraiment différent, je trouve. En gros, les trois bonnes idées, pour moi, il y a un peu trois axes autour de ça. Le premier, c'est qu'il y a un nouveau type de rivière, comme on le voit ici, on a une rivière centrale en fait. Et donc il y a l'Empire et les rebelles, ils se jouent qu'à deux, du coup, c'est totalement assumé. Et en fait, quand t'es rebelle, donc il y a des cartes neutres sur une rivière de 6 que tout le monde peut acheter, ok, normal. Il y a des cartes Empire et des cartes rebelles. Quand c'est des cartes Empire et que t'es Empire, tu peux les acheter. Mais quand t'es rebelle, en fait, on voit de l'autre côté, t'as une petite valeur ici qui fait que tu peux utiliser ta valeur militaire pour les détruire en fait. Et tu vas avoir un bénéfice. Donc en fait déjà, il y a cette rivière ultra dynamique sur laquelle il y a cette question permanente de est-ce que j'attaque la base adverse et que je lui atteins ses points de vie, ou est-ce que je détruis les cartes pour déjà lui deny les cartes qui vont être intéressantes dans son deck building, et en plus pour moi m'ajouter des avantages, soit sur de l'achat, soit sur exiler des cartes, soit sur une mécanique autour de la force,
qui est une troisième ressource. Donc tu as l'achat, le dégât classique, et tu as la force. Tu as une piste de force en fait qu'on voit malheureusement pas sur la boîte, mais qui est en fait une piste à curseur. Et quand elle est du côté rebelle, bah, il y a des cartes qui vont s'activer quand tu as la force du côté rebelle, et il y a des cartes qui vont s'activer quand tu as la force du côté empire. Donc il y a un enjeu assez important autour de cette ressource qu'il faut comprendre assez vite pour bien jouer le jeu. Et donc, et t'as des cartes, et en fait le jeu est hyper thématique vis-à-vis de ça. T'as Dark Vador, quand t'as la force de ton côté, tu tapes à 10, c'est archi bourrin. En plus, il fait bouger la force lui-même aussi. Donc t'as vraiment cette satisfaction hyper importante d'acheter des grosses cartes. Mais, et deuxième axe hyper important, parce que contrairement au deck building classique, très rapidement, les cartes pas chères sont inintéressantes, voire même sont inintéressantes dès le début et t'as pas envie de les avoir pour pourrir ton deck. Sauf que là, les cartes pas chères, souvent, elles ont des fonctions assez utilitaires pour soit aller chercher des cartes de la défausse en les exilant, soit monter la force en les exilant. Enfin, elles ont beaucoup de double effet d'exil pour les enlever de ton deck et pour aller faire un effet qui est intéressant en mid et endgame, voire même déjà dès le début. Ce qui fait qu'en fait, acheter des cartes pas chères, c'est pas forcément problématique. Et du coup, ça enlève un peu cette espèce de hasard un peu désagréable que je trouve dans les deck building où tu as juste l'impression qu'en fait, celui qui réussit le mieux est celui qui achète les cartes les plus chères au bon moment parce qu'il a eu la bonne sortie d'achat au bon moment. Et que ça, en fait, c'est ça qui crée un gap. Là, les cartes chères sont vraiment puissantes, mais les cartes pas chères vont te permettre de rattraper à des moments. Et il y a une troisième mécanique qui te permet aussi de rattraper ces problèmes de début de game où bah, où il y a toujours quelqu'un qui va mieux acheter que l'autre au début, qui est qu'en fait, tu as des bases. Et en fait, le jeu normal, tu dois casser 4 bases adverses. La première n'a pas de pouvoir, et en fait, dès que tu te fais casser ta première base, tu vas chercher parmi 9 ou 10, je sais plus, tu vas chercher une des bases qui a un pouvoir. Et par exemple, tu as une base qui te permet d'acheter gratuitement une carte de la rivière et la rajouter dans ta main. Coucou, j'achète Dark Vador gratos et je l'ajoute dans ma main. Et en fait, par exemple, hein, il y a une qui permet d'exiler 3 cartes, et puis il y en a plein d'autres en fait qui ont vraiment des effets hyper intéressants. Et donc, tu as ce choix de, quand je me fais casser ma base, par quoi je la remplace et de quoi j'ai besoin maintenant et comment je m'adapte à la situation de la partie à ce moment-là. Et voilà. Et en fait, tout ça réuni fait que tu te retrouves avec un jeu de deck building à deux hyper agréable. Alors, je vais pas cacher, je crois que j'ai fait entre 10 et 15 parties en 2 jours. J'ai été totalement monomaniaque sur ce jeu. Dès la première partie, j'étais là, il se passe des trucs vraiment intéressants. La deuxième, j'étais là, ok, c'est un bon jeu. Et la troisième, j'étais là, ok, c'est un très bon jeu. Donc voilà. Et en plus, quand tu as cette petite fibre Star Wars, je suis pas un hardcore fan de Star Wars, mais j'aime beaucoup l'univers. C'est un univers qui me parle vachement et qui m'a parlé vachement très jeune. Mais putain, la thématique est vraiment trop bien en fait. Vraiment, t'as ce truc hyper satisfaisant d'acheter les personnages et tout. T'as des bases comme dans Star Realms aussi qui protègent ta base principale, qui font des trucs pendant tant qu'elles sont pas détruites. Enfin, les règles sont expliquées en 5 minutes dès que tu connais un deck builder. Et pourtant, t'as des sensations différentes parce qu'il y a ces trois mécaniques de game design qui ont été hyper bien senties, rajoutées au bon moment. Et le jeu est hyper explosif, hyper satisfaisant sans être déséquilibré. Je trouve que les deux côtés s'équilibrent assez bien aussi. L'Empire a un côté un peu plus brutal et plus avec des bases, et là où le Rebelle a des trucs un peu plus tricky sur de la défausse et tout. Donc voilà, vraiment très très bon jeu. Son vrai défaut, c'est qu'il est vendu à 37 euros, je crois. Donc il va sortir début mars là. Donc clairement, c'est un vrai défaut, hein. Mais pour moi, pour un jeu qui sort déjà aussi facilement et aussi vite, voilà, encore une fois, c'est toujours le débat sur l'argent, mais moi, encore une fois, je préfère payer un design hyper abouti, quitte à avoir un matos un peu plus réduit, plutôt qu'un deck builder classique à 20 balles sur lequel je vais faire 3 parties et m'ennuyer dessus, quoi. Après, c'est à vous de voir. Voilà, vous avez toutes les infos. J'en parlerai plus précisément, je pense, dans une autre vidéo, mais voilà, j'en ai déjà dit pas mal, mais voilà. Après, j'ai joué à Pampero, un jeu dont j'entendais parler depuis un petit moment. Déjà par sa thématique que je trouve assez intéressante, c'est sur la pose d'éolienne en Uruguay, en utilisant un Mistral assez connu là-bas. Et c'est un disciple de Lacerda qui a fait des modes solo de Lacerda, qui a bossé là-dessus. Et évidemment, il y a Yann O'Toole qui a été ramené sur le projet. Et en fait, là où ça m'intéressait, c'est que ça ressemble un petit peu à du barrage, en fait, de très loin, où tu poses des éoliennes qui te permettent de gagner de l'énergie, puis après tu poses des centrales électriques qui te permettent d'aller récupérer des contrats sur le plateau en utilisant cette énergie. Donc voilà, la base du game design est très simple, et en fait ces contrats vont te permettre de monter des pistes de revenus.
Et au-delà de ça, tu as une mécanique de carte d'action que tu poses là et qui va te permettre de faire des actions selon les zones. Tu as des zones A, B, C. Et voilà, basiquement c'est ça, et ça va te faire payer de moins en moins d'argent plus tu as posé de cartes comme ça, et tu as une mécanique où tu vas aller les récupérer de droite à gauche, voire tout d'un coup en utilisant une action complète. Donc voilà, je fais ça, j'ai fait une demi-partie, j'ai reçu le proto, donc j'en parlerai plus précisément plus tard. Il y a un petit peu, c'est trop tôt pour en parler, mais il y a quand même deux choses que je surveille un petit peu, deux choses qui m'inquiètent un poil. Dans l'interaction, je pensais que le jeu était plus interactif, c'est-à-dire que techniquement, tu peux utiliser les centrales électriques des gens, enfin, tu peux utiliser le tracteur des gens pour construire tes choses, et tu peux utiliser les centrales électriques des gens pour faire tes contrats, par exemple, en les payant. À l'heure actuelle, je vois, en tant que pur joueur Eurogame, peut-être que ce jeu a des mécaniques un peu différentes qu'il faut voir plus tard, mais je comprends pas l'intérêt de payer des gens pour faire des trucs que toi tu peux faire toi-même et qui vont te rapporter des bonus en plus. Parce que la centrale électrique, quand tu la poses, c'est pas juste une centrale électrique qui fait rien, elle va te rapporter des gros bonus sur des plateaux accessoires. Et du coup, je vois pas l'intérêt en fait de se passer de ces bonus et en plus de donner de l'argent à l'adversaire pour faire une action en utilisant sa centrale. Donc ça, je me pose un peu des questions sur cette interaction-là, ça m'inquiète un poil. Par contre, l'interaction, du coup, elle est sur la prise des contrats, donc ça, ok. Mais au-delà de ça, on surveillait assez peu ce que faisaient les gens. Après, c'est aussi le truc de découvrir un nouveau jeu et tout, mais quand même. Même sur Barrage, sur les premières parties, t'as quand même ce truc très présent d'interaction que là, je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Après, pourquoi pas, c'est un jeu différent, il faut voir après plusieurs parties. Et l'autre truc, par contre, qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, tu débloques des cartes à avancer. Et je les comprends pas en fait. Tout simplement parce que la plupart sont soit moins fortes que des cartes que tu as déjà. Donc ça me paraît pas très satisfaisant d'acheter des cartes moins fortes. Tu t'attends à ce que tu aies des cartes au moins un petit peu plus puissantes. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Tu as des cartes qui vont te débloquer des nouvelles actions que tu pas dans ta main de base, mais qui ont l'air vraiment pas très intéressantes pour la plupart, notamment par exemple les contrats solaires. Je ne comprends pas. Ça coûte tellement cher pour ce que ça fait. Tu as des contrats sur le plateau qui sont beaucoup moins chers et qui en plus te rapportent pas des bonus à des scorings. Bref. Donc voilà, c'est deux petits points, mais au-delà de ça, on est assez loin. Comme j'ai dit, on n'est pas si proche de la Sarda, on est plus proche de l'Eurogame à l'italienne, je trouve. Et du coup, bah, c'est plus ma cam. Donc voilà, très, très intéressé, très curieux d'en faire d'autres. Il y a beaucoup de trucs très intéressants. Le plateau perso, il y a une mécanique d'arbre là, un peu où tu débloques des générateurs de contrats au fur et à mesure. Enfin voilà, il y a un arbre de technologie, entre guillemets, qui me paraît très intéressant. Je vais en faire plusieurs, clairement. Le jeu est intéressant. Mais juste, j'ai un petit peu peur de mécanique, de balance sur mais c'est même pas de l'équilibrage, c'est vraiment des décisions de design, mais qui peuvent changer très vite. En fait, encore une fois, c'est un proto, mais c'est quand même un proto. Enfin, c'est un proto très avancé. On va dire que c'est une bêta, hein. Donc voilà, on va voir quand ça sort. Ça va sortir en français chez Intrafin. Mais j'espère qu'il va y avoir les bons retours sur ces points-là, parce que c'est juste cette partie-là qui me fait un peu peur. Ça serait dommage d'avoir 80% de très bons jeux gâchés un petit peu sur la rejouabilité par 20% de décisions de design un petit peu étranges et qui me paraissent pas si compliqués à corriger. Donc voilà, à voir. Après, encore une fois, je sais pas où il en est dans le développement exact de la bêta, mais voilà. Et ensuite, bah, le gros morceau, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il s'est passé la Coupe de France d'Ark Nova. Donc voilà, du coup, j'organisais ça en fait tout simplement en partenariat avec Super Meeple. Donc comme je disais, 16 étapes en France. On a eu 28 personnes dispo qui sont venues à Cannes quand même, donc c'est quand même très cool. On est assez content du monde qu'il y a, les gens très investis. Donc sur la première journée, sur les 28 personnes, forcément, vu qu'il y avait des étapes très différentes, avec un nombre de gens très différents, bah, il y avait un niveau assez hétérogène. Mais quand même, il y avait un niveau global plutôt cool. Et puis surtout, tout le monde était super fair-play, super agréable. Euh, le timer, au final, j'ai mis 1 heure et demie. Je me rappelle quand j'ai lancé ça sur le tournoi, il y a des gens qui étaient là, 1 heure et demie, c'est impossible et tout. Bah, en fait, quand les gens connaissent le jeu, ça pose aucun souci. Même, j'ai envie de dire que la moyenne des parties était même plus à 1 heure et quart, largement, quel que soit le niveau des joueurs d'ailleurs.
Et voilà quoi, ça s'est bien passé. Donc il y a eu trois manches dans la journée. C'était un petit peu fait exprès pour pas que ce soit déjà pour pallier à des problèmes de retard le matin. Et effectivement, forcément, il y avait tellement de monde le samedi. En fait, mais dès le jeudi, dès la soi-disant journée pro, j'ai pas compris comment il y avait autant de pros sur le salon. Moi, je trouvais déjà qu'il y avait énormément de monde. Donc le samedi, je m'attendais à ce que ce soit l'orgie totale et c'était le cas. Donc bah il y a plein de gens qui galèrent à rentrer. En plus, nous, en termes d'orgas, on pouvait pas faire rentrer les gens plus vite et tout. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais voilà, ça l'a fait. Le fait qu'il y ait de la marge dans la journée, c'était cool. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on en discutait un petit peu avec Guillaume de Lucky Duck parce qu'ils organisaient en même temps la Coupe de France de Dune Imperium. Et c'est vrai que bah, ça aurait été pas mal de mutualiser un peu les deux, d'avoir du public autour. Eux, ils étaient sur le stand. Inconvénient, bah, très bruyant, assez anxiogène parce que je trouve que le rez-de-chaussée du salon est quand même, c'est bas de plafond, il y a beaucoup de gens, très peu de renouvellement d'air et tout. Enfin, c'est un peu, pour jouer un tournoi, je trouve ça un peu anxiogène quand même. Je pense qu'il y a des gens, ils devaient un peu se sentir pas hyper bien. Nous, on était dans une tente un petit peu bruyante, mais il y avait la lumière du jour et c'était quand même vachement plus aéré, donc ça, c'était quand même plus agréable. Mais malheureusement, bah, du coup, il n'y avait pas de public, alors qu'à Dune, il y avait du public. Donc je sais pas trop comment on peut concilier un peu les deux choses. Je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Donc voilà, on va en discuter probablement avec le Kidoc aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut mutualiser, comment on peut mieux faire ça. Je pense un peu des deux côtés. Après, eux ont l'air contents de ce qu'ils ont, de comment c'était organisé et tout. Moi, je sais pas, du coup, j'étais pas là, mais il m'a raconté un peu qu'il y avait des gens qui suivaient le truc et tout. Et c'est vrai que je suis assez d'accord qu'avoir des gens qui suivent ce genre d'événements, c'est quand même cool, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle. Je pense que voir des gens qui ont des degrés de maîtrise assez élevés sur des jeux, bah mine de rien, c'est assez vendeur pour des jeux, ça donne envie. C'est comme regarder de l'e-sport sur du jeu vidéo, en fait. Même si t'as un niveau tout naze, un Counter-Strike, bah, quand tu vois des pro gamers, t'es là, c'est assez impressionnant. Et ça donne envie, ça donne de la visibilité au jeu et ça donne envie. C'est mon avis perso. Je sais que c'est un peu celui de Simon aussi. Je sais qu'il y a un peu plus, il y a de plus en plus de discussions autour de la compétition dans le jeu de société. Malgré le fait que ça évolue pas très vite. Je sais pas, j'ai l'impression que les éditeurs en voient pas une nécessité énorme non plus. Voilà, je sais pas trop par rapport à ça. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça pousse les jeux, ça pousse la visibilité. Après, voilà, c'est mon avis. C'est pas forcément partagé par tout le monde, mais j'ai quand même l'impression que ça intéresse les gens, quoi. Donc voilà, et du coup, la deuxième journée, bah, ça a été un peu fou parce qu'en fait, au final, sur tout le tournoi, tout le monde a perdu au moins une partie, que ce soit sur la première journée ou la deuxième, parce que des gens qualifiés sur la deuxième journée, il y avait des gens à égalité à 2-1 et sont passés sur un tiebreaker. Et du coup, sur la deuxième journée, bah, niveau très élevé, au final, c'est le huitième qui a gagné. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez marrant, sachant que le huitième il avait quand même 2 victoires et une défaite, hein, donc il n'avait pas non plus fait une première journée naze, mais les gens qui étaient très en confiance de la première journée, bah, dès que c'est éliminatoire, il y a les quarts de finale, demi et finale, bah, la moindre partie, une mauvaise sortie, une mauvaise gestion du stress et tout, bah, ça peut aller très vite. Donc voilà, mais clairement, la deuxième journée, il y avait un très gros niveau. Je pense que beaucoup de gens ont appris de moves de pas mal de gens, parce que du coup, tout le monde joue un peu dans son coin, dans des communautés fermées. Et dès que tu fais une Coupe de France, en fait, c'est ce qui m'était arrivé quand j'avais gagné Terraforming Mars. En fait, tu découvres des manières de jouer différentes, que ce soit sur le plateau, sur des combinaisons de cartes et tout, sur la manière de gérer le tempo. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, bah, le gagnant a gagné, je pense, d'avoir suivi un petit peu de loin. Bah, il a été très serein, en fait. Il a eu une demi-finale extrêmement compliquée qui gagne d'un point. Personne ne pensait qu'il allait la gagner. Et en fait, il a bien géré son stress. Il a l'habitude des tournois aussi sur d'autres jeux, dont Hearthstone. Ça a été un gros joueur d'Hearthstone. Et ça se voit. Et en fait, il a une très bonne gestion du stress. Et mine de rien, bah, les erreurs se paient assez facilement et tu peux vite te faire mettre en pression par l'adversaire, surtout quand il y a un petit peu d'enjeu. Dès que c'est élimination directe, tu sens quand même un peu plus la pression, on va pas se le cacher. Et voilà quoi. Et après, bah, je vais vous mettre une petite vidéo de Charles Amir, le boss de Super Meeple, qui parle un petit peu de comment c'est passé pour lui. Alors j'ai pensé que c'était vraiment une belle expérience. En tout cas, nous, c'était la première fois qu'on organisait un tournoi. Alors,
pour qu'il y ait tournoi, il faut un jeu qui se prête bien à cela, et je pense que c'est le cas de Ark Nova, notamment effectivement à 2 joueurs. Les retours ont l'air d'être super bons, des personnes qui ont participé, donc pourquoi ne pas effectivement poursuivre une autre session l'an prochain peut-être, notamment avec l'extension Aquarius qui va arriver à la fin de l'année. Et même on discutait éventuellement avec Franck si ça aurait été bien, mais c'est voir même ensuite faire, s'il y a des tournois qui se font dans les différents pays, faire même des sortes de championnats d'Europe, etc. En tout cas voilà, on n'en est pas là encore, mais bon, le jeu a priori va être encore parti pour vivre pendant longtemps. Et donc c'est effectivement un moyen de le faire, toujours montrer en visibilité, enfin de lui donner de la visibilité, c'est notamment le tournoi, donc pourquoi pas pour la suite. Et puis voilà, en espérant qu'on remette ça l'année prochaine. Il y avait le patron de Furland là aussi. Donc du coup, on va faire un petit spoiler sur l'extension Aquarius parce qu'on en a un peu parlé. Donc je pense que je pourrais en dire un petit peu quelques mots sans montrer de visuel. En gros, ce que ça rajoute, c'est 50 nouvelles cartes environ. Un petit peu moins, je crois. Et des cartes actions qui changent un petit peu, qui sont un petit peu dans une perspective de prélude, en fait. C'est des cartes actions un petit peu plus fortes, et a priori, par exemple, quand tu es 2 joueurs, tu vas en piocher 3 au début, donc qui sont les mêmes que celles de base, en fait, mais avec un effet amélioré. Et en fait, il va y avoir une petite draft. Je sais plus si au final, chaque joueur en aura 2 ou une, mais en gros, il y aura une draft. Et chaque joueur va se retrouver avec 1 ou 2 cartes avancées parmi celles-là, donc les cartes de base avec des effets un peu plus forts. Donc voilà, ça va forcément un peu plus accélérer le début de game. Sur les parties de joueurs, je suis un peu sceptique forcément, parce que comme je dis, elle dure déjà 1h15, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'accélérer le jeu à 2 joueurs? Je sais pas, faudra tester. À 3-4, oui, je pense que ça a déjà plus de pertinence, clairement. Moi, c'est pas l'ajout qui me hype le plus. Le deuxième ajout, du coup, c'est les nouvelles cartes, donc ça, c'est toujours cool. Après, on va pas se le cacher, c'est une extension qui rajoute pas non plus énormément de trucs, donc ça va être cool, il va y avoir des nouvelles cartes. Il y a une nouvelle mécanique qui arrive avec, qui est assez classique. En fait, tu as des symboles de corail. Alors déjà, tu as un nouvel enclos de base qui va être dispo, mais ça avait déjà été révélé. Et en plus, tu as un petit symbole de corail qui fait qu'à chaque fois que tu poses un nouvel animal avec ce symbole de corail, bah, tous les animaux qui ont ce symbole s'activent, en fait, réactivent leur effet. Donc il y a des petites mécaniques de combo, mais bon, voilà, c'est très simple. Mais voilà, de toute façon, pour un gros joueur, c'est 50 nouvelles cartes, bah t'es content dans tous les cas. Mais faut pas s'attendre à une grosse révolution. Donc après, qu'est-ce qu'ils préparent derrière? Bah personne ne sait, je sais même pas si eux le savent en vrai. Peut-être, je sais pas, ils en parlent pas en tout cas. Moi, encore une fois, j'espère qu'ils vont sortir un plateau central à 3-4 joueurs. Ce qu'avait fait dans une mesure différente Terraforming Mars avec l'extension des 2 nouveaux plateaux, qui est finalement une extension indispensable au jeu, tout le monde l'a. Vraiment, c'est une très très bonne extension qui a rajouté nouveaux plateaux, objectifs et récompenses. Et franchement, c'est trop bien. Là, ça demanderait un peu plus de taf, entre guillemets, parce que il faudrait changer un truc fondamental du jeu qui est le plateau perso, et à la place mettre un plateau commun. Mais je pense vraiment que c'est faisable. Je sais pas s'il y a une volonté là derrière de vouloir le faire, mais ça pourrait rendre le jeu AK tellement, tellement bien en fait. Voilà. C'est mon avis, je sais pas s'ils partiront là-dessus. Honnêtement, je pense pas quand on voit le temps, ne serait-ce que pour sortir l'extension de Projet Gaïa. J'ai l'impression que c'est une boîte qui fonctionne un peu à son rythme, qui est pas du tout sur une logique américaine d'exploitation de licence et tout. Je trouve ça un peu dommage. Après, voilà, on va voir, hein, Ark Nova, clairement, c'est leur jeu qui marche le plus avec Terra Mystica. Terra Mystica, mine de rien, ils ont sorti quand même pas mal d'extensions. Projet Gaïa, très peu. Ark Nova, je pense que ça marche quand même dans des proportions encore plus importantes. Donc à voir comment ils développent commercialement ça. Moi, je trouve déjà que le retard d'Aquarius est un peu étonnant par rapport à la quantité qu'il y a dedans. Ça paraît bizarre, aussi peu de nouvelles choses pour prendre autant de temps. Après, voilà. Voilà. Pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Donc voilà, on espère que ça va se renouveler l'année prochaine. Et puis voilà, c'était un peu mon briefing de Cannes, Ark Nova. Si vous voulez, tiens, intéressant, si vous voulez que je fasse un briefing un peu plus détaillé du tournoi, ça peut se faire.
Voilà, il faut que je récupère un peu les données de tout le monde, un peu les données du tournoi et tout. Ça demande un peu de récoltage de données, mais ça peut se faire, voilà. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et puis en attendant, je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous comme d'habitude, n'oubliez pas, il y a le Patreon si vous voulez un peu soutenir la chaîne. Ça aide toujours parce que clairement, c'est pas les vues YouTube qui font du revenu, on va pas se le cacher. Et puis à bientôt, des bisous, le pouce bleu, tout ça. Ciao.